6 morts par balle en 2 semaines à Marseille et ses environs. Marseille sous le choc d'un nouveau règlement de compte. C'est le 11e. C'est surtout l'âge qui choque et qui interpelle. 14 ans. Tout de suite, nouvelle nuit meurtrière à Marseille. 3 hommes sont morts hier soir. En l'espace de 2 mois, on dépasse le bilan de 2020. La police essaye de comprendre ce qui se passe. La difficulté de la tâche aujourd'hui, c'est qu'il y en a trop. Il y a des règlements de compte quasiment tous les 3 jours. Son nom a bien failli s'ajouter à celui des victimes de règlements de compte cet été à Marseille. Youssef est un miraculé. Ses amis l'appellent d'ailleurs l'immortel. En août 2021, il a été victime d'une attaque à la Kalachnikov. Je suis reçu une balle de Kalachnikov ici. Bon, elle n'est pas rentrée, j'ai eu de la chance, tu vois. Mais voilà, il pouvait me péter la colonne vertébrale, je pouvais rester handicapé, tu vois. Youssef a déjà été condamné pour trafic de stupéfiants. Il sait qu'il a des ennemis. Malgré tout, ce soir du 11 août 2021, il décide de sortir pour faire la fête. Parce que je suis sorti, mais avec une boule d'angoisse de chez moi. Et je vois une moto un peu bizarre, tu sais, qui est bizarre, que j'ai jamais vu dans ma résidence, tu vois. Que le mec, je vois pas son visage, il a une vitre fumée, tu vois. Et je me dirige au bar. 30 minutes après, tu as eu un mec armé d'une Kalachnikov qui est rentré dans le bar. Il me croise et il me dit « Qu'est-ce que je te fais maintenant? Je t'ai chopé. » J'étais devant le comptoir, il m'a mis une balle dans le dos. Et je me suis dit « Il ne faut pas que je tombe par terre, tu sais, sinon il va me finir. » Ça veut dire que j'ai eu un coup d'adrénaline. Je lui lance mon tabouret dessus. Et au moment où il esquive, je lui saute dessus, j'essaie de lui enlever la Kalachnikov de la main, tu sais. Et je me bats avec lui, tu sais. Et va pour un moment, il prend le dessus sur moi pour me mettre une cartouche dans la tête, tu sais. Et je retourne directement le canon vers lui. Et il s'est tiré dessus avec sa propre arme, tu vois. Son assaillant est à l'agonie. Youssef aussi. Il titube, tente de fuir, mais s'écroule à la sortie du café. Là, le conducteur de la moto va chercher à l'achever. Il a mis la moto sur béquille, il est venu vers moi et il m'a ressorti un calibre et il m'a mis 3 balles de 9 mm sur le thorax droit. Il m'a mis une balle ici, une balle ici, une balle ici, tu vois. Youssef passera plusieurs jours en réanimation. Son premier agresseur a succombé à ses blessures. Celui qui a essayé de l'achever est toujours en fuite. L'enquête est en cours. Tous les jours, chaque heure, chaque minute qui passe, je pense à ça. Je n'arrive pas à passer un moment sans penser à ça. Il a survécu, miraculeusement, et veut sortir de la spirale des règlements de compte. Venger, non. La vengeance, elle va m'apporter à quoi? Quand je gamberge avec du recul, tu vois. Que de la merde, que des embrouilles après avec la justice, avec l'État, avec tout le monde, avec des mecs dehors. Donc je préfère même pas me venger, c'est mieux. Il y a un bon Dieu pour ça, il y a la justice et voilà, je continue ma vie de mon côté. J'essaie un peu de recommencer un nouveau truc, mais il faut que je parte de Marseille, tu vois, pour essayer de reconstruire une nouvelle vie. De juin à septembre 2021, à Marseille, il y a eu 25 homicides volontaires, dont la plupart liés au trafic de drogue. Certains dans des conditions atroces. Un homme a été embarqué de force, jeté dans une voiture et brûlé vif. On est dans la sauvagerie la plus totale. Hein. Pour l'été, sur une courte période, c'est certainement le plus sanglant. C'est une guerre. Tout le monde va mourir, pas tout le monde, mais il y aura beaucoup de morts. Beaucoup là avant la fin de l'année. Tous ces assassinats ont eu lieu dans ou à proximité des quartiers nord. Situés au nord de Marseille, ils regroupent le 13e, 14e, 15e et 16e arrondissement. Environ 250 000 personnes y vivent, un tiers des Marseillais. Des quartiers parmi les plus pauvres et difficiles de France, où les assassinats et la violence sur fond de trafic de drogue font presque partie du décor depuis 20 ans.
même pour les plus jeunes. L'habitude. Je sais pas, j'ai l'habitude. C'est tout le temps comme ça. Donc c'est rien. T'as l'habitude à 12 ans d'entendre ça? Tout le temps, il y a des morts. Même habitués, la plupart des habitants des quartiers nord craquent. Désormais, ces règlements de compte ont lieu partout et n'importe quand. On vit en fait dans la peur que des hommes débarquent cagoulés et en fait font le feu sur des petits jeunes. Comment les jeunes des quartiers nord se sont-ils retrouvés en première ligne dans cette guerre de la drogue ? Les quartiers nord de Marseille, c'est plus de 100 points de deal. Certains sont ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les 5 plus gros génèrent entre 50 000 et 80 000 euros par jour, selon la police. La partie visible de ce trafic, ce sont eux. Les guetteurs. Des silhouettes cachées sous une capuche, une cagoule ou des lunettes de soleil. Ils sont les yeux et les oreilles du réseau. Comme Kassim, 16 ans, qui fait le chouf, le guetteur dans leur jargon à la cité Bassins, 1800 habitants, situé dans le 15e arrondissement. On va arriver vers le charbon. Moi je suis guetteur. Et ça consiste à quoi votre job? Assis, debout, ce que vous voulez. Tant que tu es à ton poste, tu restes à l'affût, tu cries quand il y a la police, c'est bon. Et ça vous arrive des fois qu'ils rentrent sans que vous les voyez ou... Après, ça c'est quand le guetteur il rate. Ou après, sinon ils viennent à pied, mais sinon c'est tout. Sinon on les voit tout le temps. Kassim est mineur, comme son ami Ryan, qui fait le chouf depuis ses 14 ans. Là, c'est l'entrée du quartier, là. Ouais. Les clients ils rentrent par là, ça c'est la seule entrée en voiture possible. Comme tous les jeunes, on a besoin d'argent, on a besoin de s'acheter des habits. On voit les autres qui s'habillent bien, on a envie de s'habiller bien. Voilà, c'est pour ça. Et nos parents, ils font ce qu'ils peuvent, mais ils ne peuvent pas tout nous acheter. On ne va pas devenir millionnaire en faisant ça. Parce que je vois les policiers qui mettent, même BFM TV, les journalistes et tout, ils mettent qu'un guetteur, ça gagne 5 000 euros par mois. C'est rien à voir. Un guetteur, les gens ils pensent que c'est facile, mais c'est dur. Tu es là de 10h du matin à minuit. Tu fais rien, tu t'es assis sur une chaise, tu t'ennuies. Des fois, il y a le soleil, il y a la pluie, tu travailles, tout ça pour 100 euros par jour. Un job difficile, mais où l'argent sert d'appât. Ryan et Kassim sont entrés dans le réseau pour les gains. Ils y ont pris goût. Le piège s'est maintenant refermé. Nous, on a arrêté l'école pour avoir de l'argent. Parce que nous, on n'aime pas l'école. Et on est venu pour travailler, pour aider nos familles. Mais on n'est pas des délinquants, on n'est pas des voyous, on n'est pas des voleurs. Après, nous, on travaille comme tout le monde. Des mineurs qui ont juste l'impression de travailler, de jobber, comme ils disent. Sans avoir conscience d'être en marge de la loi, selon Karine Sabourin, vice-présidente du tribunal de Marseille. Il nous arrive d'avoir des jeunes maintenant qui croient bien faire en s'insérant dans un réseau de trafic de stupéfiants. Parce que finalement, ils ont un emploi, ils ont des horaires de travail, ils se lèvent le matin, ils ramènent de l'argent. Puis pour eux, c'est les valeurs dominantes dans la cité, c'est le trafic de stupéfiants, c'est l'entreprise qui marche dans la cité. Alors, le guetteur qui rentre dans le trafic de stupéfiants sans avoir conscience qu'il est dans l'illégalité, et il se normalise. Et donc pour lui, c'est normal. Et pour lui, c'est aussi normal d'avoir de l'argent pour s'acheter des chaussures de marque, une casquette de marque, un t-shirt de marque. Le but de ces achats est de ressembler à tous les ados de leur âge. Dans ses enquêtes dans les quartiers nord, Philippe Pujol raconte que les trafiquants ont même donné un nom à ce phénomène. Être des Frédéric, pour certains, ils vont te dire. Être des Frédéric, pour eux, c'est être intégré dans la société française. Ça veut dire, parce que pour eux, Frédéric, c'est un prénom français. Et pour eux, être des Frédéric, c'est le but. Ça veut dire avoir une femme, tranquille, une maison, un crédit, une bagnole, et une petite vie où tu vas travailler, tu vas un peu au stade Vélodrome, tu regardes Netflix. Une vie presque banale. Sauf qu'avant d'en arriver là, ces petites mains du trafic risquent la prison, dans le meilleur des cas. Pendant notre tournage dans la cité Bassins, une brigade spécialisée dans la lutte contre le trafic de drogue vient d'interpeller un vendeur.
Un face-à-face entre policiers et guetteurs s'engage alors. C'est quoi ce soir? C'est toi! Toi, dégage! C'est pas chez toi ici! Viens, grand! Y'a quoi? Viens! Qu'est-ce qui se passe? On vient péter le point stup et ils ont peur, hein. Ils savent qu'ils ont quelque chose à se reprocher. Pourquoi ils ont peur? Ils ont peur qu'on les attrape avec du stupéfiant, de la matière. Et là vous avez attrapé quelqu'un? On est en vérification là pour le moment. Et vous avez pas peur de venir sur les points de deal? Non, jamais. Il faut qu'ils comprennent qu'en fait force doit rester à la loi. C'est ça qui est important en fait. C'est ça qui est important. Il faut qu'ils comprennent que ils sont pas tout puissants en fait. C'est bien, après comme j'ai dit, c'est un jeu de chat à la souris. Voilà. La personne avec qui dialogue le policier, c'est Mohamed Ben Medour, un éducateur des quartiers nord. Et si j'essaye d'en prendre un, de vous le ramener, vous êtes prêts à dialoguer? Non, ça sert à rien, vous pouvez le ramener, mais ça servira à rien. Ouais, comme ça, mais... Il va essayer. Essayez si vous Alors, voulez. on va essayer. Mohamed tente de réinsérer les jeunes à travers le sport, mais aussi en déconstruisant les clichés qu'ils peuvent avoir, notamment envers les policiers. Mohamed, qu'est-ce que vous essayez de faire là? D'établir un dialogue entre les jeunes et les policiers. Non, mais les gars, l'effet de groupe, non. Depuis un an, la police pilonne sans arrêt les points de deal. Les petites mains du réseau, les guetteurs sont en première ligne. Mohamed tente d'apaiser les tensions. Au lieu de, c'est facile d'insulter, de crier, de machin. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, enlevez vos masques là. J'ai déjà interpellé ici. Eh ouais. On ne discute pas avec eux, parce que... Ils arrivent pas à dialoguer, ils frappent les jeunes. Ils vous respectent, mais non, ils ne respectent pas parce qu'ils ne respectent pas, t'inquiète. Finalement, d'échange, il n'y en aura pas vraiment. Les gars, on va y aller par contre, parce qu'on a du travail. Vous voulez pas déposer le collègue, miskin? Non, les gars, soyez respectueux. Il a rien fait, il a rien fait. Qu'est-ce qu'il a rien fait? Tu sais pas ce qu'on a sur lui. Habitués au garde à vue, les guetteurs indiquent à leurs copains interpellés qu'on n'y est pas si maltraité, notamment qu'on y mange bien. Fais la gamelle, t'inquiète, tu vas à l'hôtel gratuit, tu payes pas. T'inquiète, tu vas sortir le soir, frère. Le cordon bleu, il est bon à skip. Allez les gars. T'inquiète, t'as vu les biscuits du petit matin avec la petite brique de jus, c'est bon. C'est léger, t'inquiète, c'est rien. Voilà. Ah t'inquiète, fais le signe Joule en cellulaire, t'inquiète, ça va bien se passer. Allez, 10 sont propres. Ça va bien se passer mon poteau. Tu cours pas vite toi. Les jeunes se moquent ouvertement d'un policier. Ça se voit c'est stagiaire, ça se voit c'est stagiaire. Il a dit. Non mais il faut qu'il C'est apprenne le stagiaire, métier, c'est non? stagiaire les gars. Voilà, c'est stagiaire, il vient de commencer. Voilà, tu es débutant mon frère. Julien, rentre à Bassins. Sur la personne interpellée, les policiers n'ont en fait retrouvé aucune substance. J'espère qu'avec le temps, en faisant ce rapprochement jeune-police, qu'il y ait un dialogue et qu'à la fin, la plupart des jeunes comprennent qu'en fait, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Un combat dans lequel Mohamed se sent un peu seul. Alors, en septembre 2021, lors de la venue du président de la République à Marseille, pour annoncer son grand plan pour la ville, Mohamed a tenté de l'interpeller. Oui. Je m'appelle Mohamed, je suis chantier de vous êtes le président de tous les Français, donc vous êtes chez vous. Comme tout le monde est ici. Apparemment, vous allez débloquer des fonds pour ces quartiers sensibles. Et l'éducation, c'est primordial. C'est primordial. L'âge d'or de l'apprentissage, c'est à 12 ans. Donc, l'éducation, il faut miser dessus pour pas que ces jeunes dérivent. Donc, on compte sur l'éducation et un suivi. Et un suivi, exactement. On est vraiment en situation d'urgence. Il y a un cri d'alerte à faire entendre à Monsieur le Président de la République, la population des quartiers nord qui est vraiment à bout de souffle, Notre jeunesse est à la dérive. La seule personne à qui on peut se retourner, c'est le Président de la République, je pense. Mohamed vient du quartier des Marronniers, quartier endeuillé au cœur de l'été par la mort de Ryan, 14 ans. Le 18 août 2021, vers 22 h, deux individus équipés de fusils d'assaut
entre dans la cité des marronniers en scooter et ouvre le feu. Ryan est abattu dans le dos et décédera à l'hôpital. Un drame pour la famille de l'adolescent. On ne peut pas accepter l'inacceptable. Voilà, on ne peut pas nous dire il n'est pas mort d'une maladie, il n'avait pas un cancer où on peut se préparer à la chose. Non, là il y a quelqu'un qui sciemment est venu lui prendre sa vie. On lui a tiré dessus, on l'a criblé de balles en sachant que derrière il allait mourir. Selon la procureure de la République de Marseille, Ryan est une victime collatérale. Sa famille est formelle, il ne participait à aucun trafic de drogue. La police est venue, ils ont fouillé les boîtes de chaussures, ils ont fouillé les trucs, son cartable pour l'école. Ils n'ont rien trouvé, il est vide, il n'y a rien. Là, toutes ces affaires. L'erreur de Ryan, avoir mangé un sandwich près d'un point de deal avec un copain guetteur. Ce dernier a aussi été atteint de plusieurs projectiles, mais il est en vie. Avec ce drame, l'opinion a réalisé que des mineurs pouvaient être pris pour cible dans cette guerre de territoire entre réseaux. En fait, quand aujourd'hui, souvent, quand c'est des jeunes qui sont tués, comme par exemple au Marronnier, c'est que c'est pas lui qui était visé en tant qu'individu, mais en tant que membre de tel réseau. Et donc on va envoyer un message au réseau. Comme on ne peut plus tuer les têtes de réseau qui sont souvent pas à Marseille, et quand elles sont à Marseille, elles sont dans des hôtels de luxe, avec des voitures assez protégées, avec des gardes du corps, eh bien, eux, ils sont assez durs à tuer. Et donc, on va envoyer un message au réseau, et donc on tue ce qu'on trouve devant. On tire dans la vitrine, quoi. Et meurt celui qui est à la vitrine. Depuis 2010, une dizaine de mineurs sont ainsi morts. Avant, seules les têtes de réseau étaient assassinées. Maintenant, on tue à tous les niveaux de la hiérarchie. Le message, c'est je suis impitoyable, j'ai peur de rien et tu vas me laisser le territoire. En clair, on vide le terrain à l'arme lourde pour installer ses propres hommes. De toute façon, il y a deux fins, c'est la règle des 4 entre 4 murs. C'est la prison, entre 4 planches, c'est le cercueil, le règlement de compte, la mort. Malgré les risques, Kassim, pour protéger le réseau, se dit être prêt au sacrifice. Le règlement de compte, ça fait pas peur. Peut-être pour certains, ça fait peur, mais c'est les risques. Tu travailles, tu as des risques de te faire tuer, ben c'est ça, c'est la vie. Par exemple, moi, à cette heure-ci, là, je suis là, je parle avec vous, peut-être après, ça va venir tirer, ça me met une balle, je meurs. C'est les règles. C'est soit tu meurs, soit tu vas en prison. Outre le très jeune âge de certaines victimes, c'est l'ultra-violence des assassinats de l'été 2021 qui a frappé l'opinion. Il était à peu près 1h du matin, on a entendu des coups de feu, bom bom, à la Kalachnikov, je sais pas, là, c'était... On a entendu des cris, quelqu'un qui était en train de crier, appeler la police, appeler la police. Appelez la police! Cette voix, c'est celle d'un habitant des Chartreux, quartier d'ordinaire paisible. Impuissant, il assiste dans sa rue à l'enlèvement violent d'un homme. C'était le 22 août 2021. C'était 3 mecs cagoulés. Ils étaient cagoulés. Ils l'ont mis là-bas dans le coffre. C'était là-bas leur voiture. Il y avait des balles de partout, par terre. Selon nos sources, l'homme de 27 ans est d'abord visé à l'arme de guerre, alors qu'il conduit. Il tente de prendre la fuite à pied avant d'être rattrapé. Je pense qu'il y a même sa claquette, elle est là. Hein. Elle est là-bas, regardez, en bas de la voiture. Regardez là-bas. Il sera retrouvé mort, carbonisé, quelques kilomètres plus loin. L'autopsie révélera qu'il a été brûlé vif. Du jamais vu à Marseille, où ce que l'on appelle ici des barbecues existent depuis 20 ans. Maître Lotte défend les membres de l'un des réseaux les plus puissants de Marseille. Au cours de l'été 2021,
L'un de ses clients a été exécuté devant des enfants. C'était le 25 juin, vers 20h. Le jeune homme sort d'un match de foot, en short et crampons. Il est abattu par un commando au milieu de la cité. Il y a un message qui n'est pas, qui est tout à fait transparent, hein. Je peux donner la mort quand je veux, où je veux, en plein jour, avec la présence de gamins, avec la présence de famille. Ça signe manifestement une prise de risque qui signifie à chacun qu'il n'y a pas de limite. C'est très révélateur, si vous voulez, d'un cap qui est franchi dans cette escalade de la violence. Dans un garage, 2 hommes ont découpé le corps d'un individu présenté comme un gros caïd. Il venait d'être tué de 3 balles dans la tête. Plus vous êtes violent, plus vous pouvez être respecté. Et si vous êtes respecté, vos affaires, normalement, doivent prospérer. Une logique insupportable pour certains grands frères, comme le rappeur Arcani, qui jusqu'à ses 20 ans était trafiquant de drogue. C'était pas envisageable. Le fait de tuer à cette époque, c'était pas envisageable. À notre époque, à nous, tout se réglait au point, comme des hommes. On faisait la bagarre, on se chiffonnait bien comme il faut. Aux assassinats barbares s'ajoutent des séquestrations, des tortures, dont sont souvent victimes les petites mains du réseau. Pour en parler, la procureure de Marseille a accepté de nous recevoir. Et ça, c'est peut-être quelque chose sur lequel il faut insister, c'est que ces jeunes sont totalement livrés, sont placés, mais alors j'utilise le terme à dessein, en esclavage, qui sont souvent victimes de graves violences, voire même pour certains d'actes de torture et de barbarie, lorsqu'ils ont le malheur, soit de perdre un peu de produits, soit de perdre un peu d'argent, soit de ne pas être aux ordres de ceux qui les dirigent. Quelquefois, pendant ces séquestrations, il y a une méthode intermédiaire qui peut être ce qu'on appelle la jambisation, qui consiste à tirer dans le genou d'une personne pour l'intimider. Malgré les risques de sévices graves, pour ces jeunes, le réseau s'impose souvent comme un plan B. Ils ont l'impression d'avoir enfin trouvé une équipe, une famille. Après, très souvent aussi, ce sont des jeunes, on va dire, j'aime pas trop ce terme, mais c'est souvent le même profil qu'on retrouve dans les trafics. Ce sont des jeunes issus d'une famille monoparentale, avec parfois aussi des problèmes, il y a eu des drames familiaux, un placement dans un foyer éducatif. À la fin de ce placement, il n'y a eu aucune perspective pour eux. Ils se raccrochent à la chose la plus facile à trouver, malheureusement, le trafic de stupes. Des mineurs isolés ou en rupture scolaire, c'est exactement le profil recherché par les trafiquants de drogue. Ils coûtent moins cher, sont malléables et risquent en dessous de 16 ans, au pire, une convocation chez le juge des enfants. Capitalistes, ces PME de la drogue cherchent à minimiser leurs risques et maximiser leurs gains. À chaque fois que ces réseaux s'implantent, ils utilisent les mêmes procédés. Et les stupéfiants, c'est une petite entreprise, une entreprise de quartier, une entreprise territoriale avec tout simplement des guetteurs qui sont à l'entrée d'une cité. Et derrière, il y en a un qu'on appelle le charbonneur qui porte la sacoche. Et dans sa sacoche, il a le charbon, c'est-à-dire le shit, mais aussi un peu de cocaïne. Et on a le chef de plan. Et puis après, derrière, qu'on ne voit jamais, il y a les coupeurs. Et après, il y a le chef de réseau qui organise le tout avec ses adjoints. Et là, on commence à avoir une petite organisation paramilitaire, armée, avec des prises de décision. Toute une structure à laquelle Arcani a participé. Pas de balance, aller-retour en prison, je ressors gérant. Je gère les payes, je mettais en place les petits et les grands.
Jusqu'en 2007, le rappeur de 33 ans gérait un réseau où chacun avait un rôle bien précis. Ouais, il y avait plusieurs équipes, il y avait l'équipe du jour, l'équipe de la nuit. Non, moi je m'occupais de l'équipe du matin, de midi jusqu'à 18h. Je descendais à 11h30, je leur donnais ce qu'ils avaient à faire. Après le soir, quand on fermait boutique, je faisais les comptes de ceux du soir, je donnais la paye pareil. Et le lendemain, rebelote, j'attendais 11h, je redescendais pareil. C'est aussi Arcani qui recrutait les petites mains du réseau. Ils viennent, posent leur candidature. Ça fonctionne comme ça. Hein. Je dis voilà, moi j'ai fait ça là-bas, j'étais là-bas, c'est un genre de CV vocal. Les véhicules qui tournent dans le secteur, c'est souvent les mêmes des flics. Donc du coup, on va t'interroger, tu connais quelle plaque? Comment il est? Est-ce que c'est un rasé, c'est un chauve le Condé? Tu arrives à le reconnaître? Comment il se fait appeler? C'est quoi son surnom? Il y a des questions qui se posent. Et une fois que les questions sont posées, c'est bon, il est validé. Une activité très lucrative. Pour son travail de gérant, Arcani pouvait toucher jusqu'à 700 € par jour. Des sommes considérables. Mais Arcani a tout dépensé. Aujourd'hui, il travaille dans le bâtiment. Kader, lui, est loin d'avoir tourné la page. Il est actuellement en détention provisoire. Ça va? Et risque une lourde peine. Nous l'avons joint depuis sa cellule, où il attend son procès, après avoir été interpellé en possession de plus de 100 kilos de cannabis. Pour maximiser leur vente, il raconte que les réseaux ont une vraie stratégie commerciale. C'est hiérarchisé, structuré, il faut être ponctuel, il faut être poli. Il faut être courtois, c'est une relation avec des clients. Donc c'est comme dans tout commerce. Le client arrive sur le point de vente, il est reçu, on lui parle poliment. Un jour, il choisit ce qu'il veut, il paye, suivant ce qu'il veut, il peut avoir des petits cadeaux, comme un briquet, des feuilles, un jeu à gratter. Voilà, c'est une fidélisation du client. Le but, c'est qu'il se sente en sécurité, qu'il soit le plus à l'aise, et pas honte, pas agressé ou dévisagé, jugé, et voilà. Le but, c'est de satisfaire de point le client. Des consignes appliquées à la lettre sur le terrain par les petites mains du réseau, même quand parmi les clients figurent, selon Kassim, des policiers. Il y a des médecins, des profs et tout qui viennent toucher, qui prennent de la mâche, du shit, il y a de la bœuf, ils prennent. Il y a des policiers qui fument le shit, il faut être poli avec eux et leur donner de bons morceaux pour qu'ils reviennent. Certains points de deal attirent plus de 2000 clients par jour. C'est le cas à la Castellane. Un succès qui rapporte gros. Une opération de police a permis de se rendre compte des gains générés. En janvier 2013, 28 personnes, des armes et plus de 100 kilos de drogue sont ainsi saisies. Mais une autre scène va marquer les esprits. Karine Sabourin dirigeait l'enquête. Les policiers envahissent la cité. Les valises de billets valsent des fenêtres. Les trafiquants, avant d'être interpellés, jettent littéralement l'argent par les fenêtres. L'expression prend alors tout son sens. Mais les policiers parviennent à mettre la main sur ces valises. 1,3 million d'argent liquide. Les policiers m'appellent en me disant « on ne sait pas comment compter l'argent, on a les compteuses à billets des trafiquants, est-ce qu'on a le droit de les utiliser ?» Alors moi j'étais embêtée parce qu'il y avait les empreintes sur les compteuses à billets. D'un autre côté, comment vous voulez demander à des policiers qui ont plus de 20 gardes à vue à gérer avec toute la procédure de compter les billets? J'ai dit ok, allez prenez les compteuses à billets des trafiquants. Et c'est comme ça qu'on a compté les billets. Les enquêteurs vont saisir quelque chose d'encore plus rare. Des carnets de comptes. Le budget quotidien du réseau sous forme de centaines de feuilles volantes. Ces documents offrent une plongée inédite dans le fonctionnement du réseau. On voit la marchandise vendue au jour le jour. Ici, 21 plaques de 400 grammes pour 8 400 €. Ou la paye quotidienne des employés. 250 € pour un certain CV ou encore 300 € pour patates. Partant de ces centaines de feuilles volantes, le chercheur David Weinberger a pu extrapoler et recréer la comptabilité de l'entreprise sur une année complète. Les chiffres sont vertigineux. On avait vraiment
quasiment 2 mois pleins où on pouvait identifier avec précision le volume de vente. Et donc on arrivait sur ces 80 jours à un volume qui était lié en chiffre d'affaires à 3,8 millions. Et donc on l'a projeté sur une vente qui aurait duré 1 année pour avoir un chiffre d'affaires annuel. Et là on est autour de 17 millions et demi de chiffre d'affaires par an. À la tête du réseau, cet homme, Nordine Achouri. Si les petites mains gagnent à peine le SMIC, lui menait la grande vie. Nordine Achouri, c'est quelqu'un d'assez extraordinaire. Il avait un cheval de course, il allait dans des hôtels à Monaco, il menait vraiment un grand train. Et moi, je me souviens encore de l'interrogateur en cabinet, où je lui disais, bien sûr, c'est vous qui payez tout ça, qui financez tout ça. Et notamment quand il était avec une de ses petites copines, etc. Vous allez à l'hôtel, vous allez jouer, vous l'amenez au casino à Monaco, etc. Et lui, grand seigneur, mais bien sûr, madame. Donc, si vous voulez, voilà, nous, il est tombé dans le dossier aussi à cause de son train de vie, à cause de son train de vie, et de son incapacité à nous dire, à mentir sur son train de vie. Il était fier de lui, il était fier, et c'était une belle organisation, sauf qu'elle était du mauvais côté. Selon les estimations des autorités, le trafic de drogue génère 700 millions d'euros sur Marseille. Des sommes colossales au cœur de la guerre que se livrent les réseaux. Lorsqu'il y a des cités qui génèrent 50, 60, 70 000, 80 000 euros par jour de bénéfices, forcément ça attire les convoitises, il y a des jalousies, on veut récupérer des territoires et c'est là où on commence à régler des comptes avec ceux qui ne veulent pas lâcher leur territoire. Il y a trop d'argent, il y a peu de quartiers qui génèrent de l'argent. Donc les personnes ils veulent prendre le peu de quartiers qui génèrent de l'argent. Et donc, et vu qu'il y a plus d'équipes, donc il y a plus de morts. Il y a des équipes qui sont créées, qui n'étaient pas avant. Et donc ça fait plus de morts, logiquement. De sources policières, la vingtaine d'homicides volontaires de cet été 2021 aurait pour toile de fond au moins 2 conflits. Le premier opposerait 2 gangs, les Blacks contre les Gitans. Le phénomène des Gitans, par le passé, a entraîné beaucoup de règlements de compte. Ça a été une cinquantaine de décès, de morts, d'homicides qui ont été enregistrés entre 2005 et 2015. Ici, au terme d'une course-poursuite, dans le tunnel du Prado, entre les 2 bandes, 2 membres des Gitans ont été abattus. Maître Lotte est l'un des avocats du camp adverse, le camp des Blacks, des trafiquants d'origine comorienne. Je pense que c'est une réalité, c'est une guerre qui est ancienne, c'est une guerre de territoire, c'est une guerre pour l'argent, c'est une guerre fratricide, c'est une guerre sans merci. On va vous frapper, non pas parce que vous participez à une activité de délinquant, mais parce que vous êtes quelque part le cousin d'un dirigeant d'un autre réseau. Je veux vous faire du mal. Je lance un coup de semonce. Selon des sources policières, d'autres réseaux se seraient affrontés cet été. Notamment pour le contrôle des Oliviers A, dans le 13e arrondissement. Un gros point de deal. Les descentes policières contribuent aussi à l'accélération des règlements de compte. Quand un réseau est ciblé par la police et donc affaibli, la bande adverse tente d'en profiter. Situé en face du plus grand commissariat des quartiers nord, le point de deal de la cité Bassins est dans le collimateur des forces de l'ordre. Pendant notre tournage, un chouf lance l'alerte. Ce cri, Ara, alerte de l'arrivée des policiers. En direct, des témoins commentent la course-poursuite. Ah là là, ils vont le bloquer, ils vont le bloquer, ils vont le bloquer. L'étau se resserre. En interpellant un des trafiquants, un policier lui porte un coup. À droite de l'écran, le dealer tente de renverser un policier. La tension monte.
Mohamed, l'éducateur, tente de s'interposer. Pas d'animosité les gars, on rentre pas dans l'heure, faites votre travail. Voilà. C'est pas des méchants jeunes, vous faites votre travail, il n'y a pas de souci. Les gars, c'est bon, ne rentrez pas, laissez-le, il veut filmer, laissez-le filmer. Les gars, c'est bon, oh. Doucement. Des projectiles volent. La situation devient explosive. Un policier fait usage de son LBD. Il vous parle, il n'arrive pas à respirer, les gars. Allez, c'est bon, vous l'avez pris. C'est bon, les gars, lâchez rien. Tiens. Tiens, ta casquette. Chut, calme-toi, c'est rien, ils t'ont pris, calme-toi, les gars. Arrêtez. Les gars, arrêtez. C'est bon. Il est bon. Oh, il y a des mamans. Stop, arrêtez. Oh, c'est qui se fait caillasser en premier, c'est nous. J'ai rien dit. Merci. Mais ne rentrez pas dans le jeu. C'est pas un mauvais jeune, couteau sorti quand j'interpelle. Donc c'est pas un mauvais jeune. Eh ouais, monsieur. Arrêtez, est-ce que vous avez ouais, monsieur. On a attrapé le vendeur, sauf que les mecs qui se rapprochent, ils veulent récupérer le mec, comme dans toutes les cités. Allez. C'est bon, l'attention va redescendre dans le commissariat. S'il vous plaît. Le vendeur a été interpellé avec 15 grammes de cannabis, 2 grammes de cocaïne et un couteau. 3 autres individus ont été ramenés au poste pour outrage et rébellion. À se fermer, les gars. Ouais, à se fermer. Mais déjà, le point de deal s'apprête à rouvrir. Pour ce policier, ces interventions ne permettent pas de faire reculer le trafic. À ce jour, vous n'avez aucun point de deal qui a été fermé. J'emploie ce terme-là. On a fait tomber des trafiquants, on a fait tomber des guetteurs, des dealers, mais les points de deal existent toujours. À partir du moment où vous en prenez un, vous le mettez en prison, il est remplacé. Depuis l'implantation de cette stratégie dite du pilonnage, en 2020, le nombre de points de deal à Marseille est même passé de 156 à 160, selon la brigade des stupes. Ce phénomène ne sera pas résolu exclusivement par la police et par la justice. Nous en détenons effectivement une bonne partie. C'est une réponse bien plus importante, bien plus globale qui doit être faite pour que ces jeunes, ils aient aussi un autre modèle social, un autre avenir que celui de se retrouver en train d'attendre sur un canapé que les gens arrivent pour leur livrer des stupéfiants. Je pense qu'il y a d'autres modèles quand même qui sont plus intéressants, plus positifs comme vie sociale et professionnelle. Pour l'instant, les quartiers nord offrent peu d'horizons aux plus jeunes. À la cité des Bourrély-Perrin, longtemps considérée comme l'une des plus tranquilles des quartiers nord, là aussi, un réseau est en train de tisser sa toile. Les jeunes se sentent abandonnés. Qu'est-ce que tu as fait cet été? Moi, brièvement, je suis resté plus au quartier, j'allais vite fait à la mer, c'est tout. T'es pas parti en vacances? Non. Moi, rien de spécial. J'ai fait rien de spécial. En 2018, on allait en camp, on s'amusait, mais depuis qu'ils ont enlevé le centre, il n'y a plus rien à faire au quartier. À part rester, jouer au foot, mais encore. Comme la majorité des jeunes des quartiers nord, Ilyes, Devon, Reda, Chahir ne participent pas au trafic de drogue. Mais depuis près de 2 ans et demi, leur refuge, le centre social historique des Bourrély, est fermé pour mauvaise gestion. Abdelali Louafi est le dernier à avoir dirigé cette structure, implantée au cœur du quartier. C'est le couloir de l'ancien centre social. Les anciens locaux sont aujourd'hui à l'abandon. Je regarde parce que franchement, c'est désespérant ce qu'il y a comme... Il ne reste que les vestiges d'une époque qu'Abdelali regrette.
il y avait de la vie. Hein, il y avait de la vie. Les gens pouvaient entrer, sortir, bien sûr en passant par l'accueil, mais c'était leur lieu d'activité, leur lieu d'échange, leur lieu de parole, etc. Bénévole pendant 40 ans ici, il se souvient des visages des jeunes qu'il a accompagnés. Il y avait un atelier cuisine qui se faisait souvent ici avec une maman bénévole. Voilà, là on a le groupe de jeunes, il y avait beaucoup de mixité, on travaillait sur la mixité. Là je reconnais 3 ou 4 gamins là, qui sont plus des gamins maintenant, ils ont une belle taille, ils font 1m80. Que sont-ils devenus aujourd'hui? Quel avenir pour eux dans un quartier qui se dégrade? C'est ce qui inquiète l'ancien président du centre social. C'est une génération perdue, une génération d'ados qui était avec l'ancienne équipe du centre social et qui s'est fondue dans l'air, quoi. Qui est sur le quartier, qui est par-ci, par-là, mais qui ne peut plus aujourd'hui bénéficier d'un accompagnement ou d'une écoute d'animateurs qui étaient là à l'époque pour eux, quoi. Voilà, c'est ce qui est un peu désolant. Après, il ne faut pas s'étonner qu'on les retrouve sur les points de deal ou en train de faire du scooter toute la journée. Et voilà. Mais parmi les jeunes que le centre a accompagnés, il y en a aussi qui s'en sortent. Mounir, 22 ans, est devenu un exemple pour les plus petits. Il a grandi au Bourreli, entouré d'éducateurs. Le sport, les sorties cinéma, le bowling, il a découvert une vie en dehors du quartier. Le trafic de drogue n'était pourtant jamais loin. Mounir a perdu son meilleur ami dans un règlement de compte. Ghost, c'était son surnom. Ça, c'était son nom Snap. Et du coup, c'est mon ami, fan du Barça, comme tu peux le voir, comme moi. Et c'était mon ami, il est mort en 2016, 24 décembre 2016, à l'âge de 19 ans, donc c'était très tôt. Et le jour où ça s'est passé, c'était pendant les vacances scolaires. Ça m'a fait un choc en mode faut que tu réussisses ta vie. Mais ça m'a donné une certaine énergie, arrivé à la rentrée. J'étais dans mon coin normal, traumatisé et tout, mais j'avais envie d'arriver au bac et franchement, je voulais le détruire le bac. Au final, je l'ai eu avec mention bien même. Donc ça va. Mounir vit toujours dans la cité. Aujourd'hui, il étudie la finance, en 2e année de master. Début de journée, là, Mounir? Et oui, début de journée, on va au travail, 8 heures, comme des millions de Français, pères de famille, mères de famille, des jeunes. Le quartier est encore endormi à cette heure-ci. Les choufs, les guetteurs du réseau ne sont pas encore à leur poste. Mounir, lui, part travailler dans le centre de Marseille. Il est en alternance dans une agence de la Banque Postale. Moi, j'ai pas encore réussi, j'habite toujours au même endroit, ok, j'ai mon bac, ok, j'ai un travail, etc., ok, j'ai un beau diplôme et tout. Mais j'espère qu'un jour, si j'arrive à passer les échelons de la société, pourquoi pas être un relais? Un relais, c'est-à-dire justement ce que je t'expliquais, on peut taper à ma porte, on peut dire Mounir, aide-moi. Et par exemple, hier, j'ai fait un CV d'un ami à moi. Tu vois, c'est rien du tout, mais c'est quand même une aide que c'est dur à trouver quand même, parce qu'avant, c'est le centre social qui s'occupait de faire les CV, etc. Il a fermé. Voilà. La petite sacoche, la chemise, ça change un peu de l'image que les gens ont d'un jeune des quartiers nord. Ah, si tu te donnes les moyens, tu peux. Fais ton parcours, rencontre les bonnes personnes, essaye de taper aux bonnes portes. Pourquoi pas? Si Mounir a pu en arriver là, c'est grâce à une bourse d'études de 550 € par mois, mais surtout à son salaire d'alternant, 1 600 € mensuels. Salut. Salut Mounir, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Alors, comment ça se Il lui passe reste une année d'études avant d'obtenir son diplôme. Ils sont combien à venir des quartiers nord? Oh, ils sont quand même pas mal.
puisque vous savez que le groupe La Poste et la Banque Postale est une banque citoyenne. Donc quand on recrute pas sur une adresse de domicile et on recrute sur des compétences. Moi-même, j'en suis issue, donc voilà. Donc on peut s'en sortir. Exactement. Et en plus, avec des belles missions. Investir dans la jeunesse et réinventer les lieux. Aux habitants des quartiers nord, Emmanuel Macron a fait cette promesse en septembre 2021. Le président de la République a annoncé un plan de 150 millions d'euros pour renforcer la police et lutter contre le trafic de drogue.